Qu'est-ce que pour toi l'entrepreneuriat, s'il te plaît, Mejda? Ok, j'aime bien la question qui commence très fort. Alors, je reprends un petit peu tes termes, Ibrahima, que j'aime beaucoup. C'est d'abord la liberté. La liberté dans le sens où l'entrepreneuriat, c'est la meilleure expression de ce que tu peux amener dans ton écosystème. La meilleure expression voilà qui je suis, voilà ce que je vous propose, voilà ce que je propose au monde et j'ai une voix et je veux la faire entendre. Et l'entrepreneuriat, c'est tu es soumis entre guillemets à toi-même dans un premier temps. Donc c'est un exercice où voilà, tu dois faire preuve de fidélité dans tes valeurs, d'abnégation dans tes choix et dans ta discipline en fait. Et puis savoir s'entourer pour mener à bien la vision que tu portes toi en tant qu'entrepreneur. C'est un peu un chef de meute. Voilà, qui va conduire ses troupes et l'objectif c'est de planter le drapeau, d'aller chercher dans son objectif, on a la cible et on la plante et c'est tout ce chemin, ce parcours c'est vraiment un chemin qui est pavé de rencontres, de choses positives comme négatives et il faut composer avec, mais voilà, c'est ça pour moi l'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine avant tout et avec cette quête de liberté et c'est cette colonne vertébrale aujourd'hui moi que je définis et qui m'anime aujourd'hui au quotidien. Excellent, merci Mejda. Marc et Lionel, qu'est-ce que pour toi l'entrepreneuriat? Alors, c'est une bonne question. Hein. Moi, je crois que, je suis le plus vieux du panel. Ça fait vraiment longtemps que j'ai lancé ce truc-là, mon entreprise. D'accord. Et je peux tous vous dire, s'il y a des jeunes qui nous suivent, que je suis vraiment passé par toutes les phases, comme tous les entrepreneurs globalement, parce que l'entrepreneuriat, disons-le aussi au quotidien, c'est vraiment du stress. Parce que on a un super contrat, on va gagner du fric. Ah bah mince, j'ai pas le personnel. Alors on trouve le personnel et puis le personnel arrive, on a des bons, etc. Et puis ah ouais, mais alors là j'ai pas le cash flow. Il me faut du fric parce que vous payer, ça va arriver, mais je l'ai pas encore. Bon, alors on a le cash flow, tout va bien. Ah oui, mais alors là maintenant ça baisse un peu dans les ventes. Donc qu'est-ce que je vais faire C'est un cycle infernal. Une entreprise, faut être très clair. En gros, être entrepreneur, commençons par le mauvais côté, c'est qu'on gère toujours des problèmes. Quand c'est pas des problèmes humains, parce qu'il y a aussi des mecs qui ont été bons et puis un jour ils ont un problème perso et puis il y a des gens qui peuvent pas fonctionner ensemble. Enfin, il y a toujours plein de problèmes et donc être entrepreneur, c'est déjà se dire bon mon quotidien va être pavé de plein de problèmes. Donc si je veux un truc calme, si à la fin du mois je veux rentrer chez moi être sûr qu'une paye tombe, faut pas être entrepreneur. Faut aimer se battre. Souvent, quand on est entrepreneur, on vient d'un milieu, on a commencé tôt à devoir se battre pour faire des choses. Donc, c'est vrai que il y a plusieurs types d'entrepreneurs, mais je pense que ceux qui se caractérisent comme entrepreneurs, qui aiment bien entreprendre, c'est des gens qui se disent à la fin du mois, surtout au début, on n'a pas ce fameux cash flow qui nous sécurise, ce coussin. Si je vais pas chercher le fric, bon. Alors ça, c'est la réalité du quotidien. Une fois que j'ai dit ça, quand on se découvre entrepreneur et qu'on aime bien ça, parce qu'on rencontre plein de gens, parce qu'on construit des choses, parce que ce qu'on a construit, on se regarde dans la glace, on dit je me suis planté, je peux pas l'engueuler qui que ce soit, c'est de ma faute. Ou j'ai réussi, alors c'est souvent quand on réussit, c'est souvent une équipe. Hein. Et l'échec, on le prend souvent seul quand on est. Enfin, il y a plusieurs modèles d'entrepreneurs. Quand on aime bien ça, quand on y a pris goût, bon sang, c'est le goût de la liberté. Hein, c'est le goût de c'est pas l'aventure, c'est le goût de la liberté, mais une vraie belle liberté avec des belles rencontres, des beaux projets. Et puis voilà, donc je peux pas monopoliser, mais je sais pas si c'est une belle définition, mais c'est celle du cœur en tout cas. En tout cas, ce qui est beau dans ton discours, c'est que c'est ta définition et ça se ressent. Merci beaucoup, Marc et Lionel. Alors, il y a un mot qu'on entend de plus en plus souvent dans l'écosystème entrepreneurial, c'est soft skills. Ça ressemble un peu à une espèce de formule magique. Qu'est-ce qu'un soft skills pour... Soft skills, c'est le contraire de hard skills. Hard skills, ce serait plutôt des compétences dures, des compétences métiers. Et soft skills, ce serait plutôt des compétences qui sont liées à un état d'esprit, qui sont liées plutôt... on va dire état d'esprit. Je pense que état d'esprit, c'est le bon résumé. Les soft skills, c'est
tout ce qu'on ne peut pas mesurer en termes de capacité métier, mais qui sont des capacités transverses. Émotionnel. On va dire, par exemple, le courage, c'est du soft skills. On va dire la tolérance, c'est un soft skills. On va dire la générosité, c'est un soft skills. C'est un ensemble de choses non mesurables, non mesurables dans un premier temps, qui font partie de ces capacités intrinsèques. C'est ça. Et qui font partie de soi et qui vont nous permettre d'avoir des réactions face à une même problématique qui vont être différentes d'une autre personne. Moi, comment j'utilise les soft skills, moi, de mon côté, c'est que quand j'ai décidé de créer mon écosystème, dans mon écosystème, on a un board composé de ce qu'on appelle la fine équipe. On est 4. J'ai composé cette fine équipe avec les soft skills. Pour aller plus loin, on a vraiment poussé la chose, on a fait des tests de psychométrie. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, d'accord, bon, il y a ce qu'on appelle le test Hermann, où on a différentes couleurs, jaune, vert, rouge, bleu. Bah, moi, en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus bleu, jaune. Le côté visionnel, le côté... Ça se voit pas, hein. Le côté factuel, les données, les chiffres. Alors, il me fallait quelqu'un qui soit l'opposé de moi, plutôt rouge, et il me fallait quelqu'un qui soit plutôt vert, parce qu'en organisation, je suis 0. Et donc, il a fallu m'entourer des personnes qui remplissaient les fonctions que moi, je ne remplissais pas. J'avais le choix, soit d'accélérer au niveau des compétences que je n'avais pas, c'est-à-dire me dire, allez, vas-y, ce que je n'ai pas, je vais le chercher. Et donc, ça aurait été plus long, ou plutôt d'accélérer dans ce que j'ai et laisser ce que je n'aimais pas faire à d'autres personnes, et établir cette complémentarité. Donc, soft skills, pour en revenir, pour moi, c'est vraiment la dimension qui caractérise une personne. D'accord. Et donc, de là, on peut arriver à passer un problème, ou on a une capacité à passer un problème d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on pourrait dire, merci pour ta prise de parole, Brahima, est-ce qu'on pourrait dire en fait que les soft skills, c'est cette capacité à ajouter de l'humanité, de l'humain dans l'entreprise? Majida, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, oui, je te remercie. Bah en fait, voilà, soft skills, il y a dans le chat, hein, c'est le savoir-être. Effectivement, c'est comme ça que je le définirais. Quand aujourd'hui on dit que dans les COMEX et dans les conseils d'administration, au-delà d'entrepreneuriat, on a besoin d'avoir des acteurs de la diversité, c'est pour apporter un autre regard. On ne parle pas du savoir-faire, on parle de savoir-être, de l'émotion, de ce côté intangible justement qui va faire que tu vas enrichir ta réflexion à partir de visions qui sont pas propres à ton écosystème. Donc il faut avoir cette ouverture-là. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, tout ce qu'on fait, on parle d'entrepreneuriat, mais il y a un client en face. Et ce client-là, il a plein de visages. Il est le visage du monde si on a un produit international, il a le visage de la France si c'est un produit local. Donc, et cette diversité-là, elle doit s'exprimer dans ton offre. Et ton offre, si elle est binaire ou si elle n'est que le résultat d'une petite partie de la population, tu vas te priver en fait de toute la richesse de la réflexion que peuvent apporter les autres en fait. Donc c'est important et je suis assez d'accord, Ibrahima, il faut être complémentaire. C'est pas confortable d'avoir des gens effectivement qui te challenge, c'est sûr, hein, d'avoir un verre dans ton équipe quand tu es un peu bordélique, c'est souvent, ça peut être compliqué. Mais tu vois, tu parlais de ce test Hermann, il y a aussi l'énéagramme que voilà, moi je recommande aussi voilà, pour l'audience. Mais ça, chaque fois, c'est l'idée de se dire, ok, il n'y a pas dans les humains, nous sommes d'abord des humains, nous ne sommes pas des machines. Et les humains, c'est la force qu'on a et on ne sera pas remplacé par des machines tant que cette émotion, tant que cet ADN qu'on a, tant que cette fraternité qui nous gouverne, tant que cette vision et ce partage et cette envie de faire les choses ensemble, tant qu'on a ça et qu'on est dans cette approche, j'allais dire, de fraternité, c'est important, on ne sera jamais remplacé par des robots parce que cette dimension-là, elle est pas duplicable. Merci. Autrement que par l'intelligence collective. Enfin bref, pardon, Marc Lionel. Merci, Meza. Alors, une question intéressante pour Marc Lionel, parce que Marc Lionel est habitué en fait à être confronté à pléthore de types de projets différents, notamment quand il va faire ses présentations ou son networking lors du CES de Las Vegas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le CES de Las Vegas, c'est juste un tout petit événement qui réunit juste en fait les plus grands acteurs mondiaux de l'écosystème de l'innovation. D'accord? Donc, du coup, en fait, si tu n'es pas au CES, c'est que tu ne fais pas d'innovation. Exactement. Il y a un peu de snobisme, hein, mais c'est vrai, tu sais, tu rentres à Paris, puis à quoi tu n'étais pas au CES? Ah ben non, non, c'était pas aussi vrai, mais c'est vrai que c'est un beau lieu où tu gagnes beaucoup de temps, tu vois, beaucoup de temps. Très bien. Alors, de manière succincte, s'il te plaît, Marc Lionel, pardon, est-ce que tu pourrais nous dire en fait qu'est-ce qu'une vision et sa place aussi dans le cadre d'un projet entrepreneurial, s'il te plaît?
C'est une question difficile. Hein. Je vais te dire, je pense vraiment qu'Ibrahima et Mejda seraient mieux placés que moi, parce que nous, si tu veux, on s'est vraiment aventuré sur un nouveau modèle entrepreneurial. Donc la vision, oui, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que à tout moment, quand tu es entrepreneur, il y a des moments où tu te retrouves seul. Il y a un moment où il faut trancher. Et donc, soit tu tranches de manière opportuniste, celui qui parle le plus fort, soit tu te recadres sur ta vision. Et ta vision, c'est celle qui va te permettre effectivement de pas partir à un moment dans trop de mauvaises directions trop souvent, parce que entreprendre, c'est toujours faire du slalom, mais il faut que t'es dans une descente, tu fais du slalom, et arrivé, t'as suivi une ligne droite. Donc cette vision, enfin nous on a la chance au CES de voir on y conduit, on a créé un truc qui s'appelait le village francophone avant d'avoir créé le My Global Village. Il y avait déjà 2000 Français, dont un bon tiers de start-upers. Donc c'est vraiment très intéressant parce que là tu as vraiment le meilleur et le pire. Donc tu as vraiment des start-upers inspirés qui sont partis d'une vision, de valeur d'un projet, qui avait effectivement un savoir-être, et cette notion elle est clé. Et puis à côté de ça, tu as des mecs qui sont formatés dans le moule, donc c'est plus du savoir-faire, c'est plus du savoir-être, c'est des mecs qui ont plein de savoir, ils ont fait des écoles, les mêmes écoles, ils ont repris le modèle des parents qui allaient bien parce qu'ils veulent au moins avoir le même statut, qui n'ont pas forcément de vision, mais qui se disent moi, je veux gagner du fric. Tout le monde veut ou en tout cas besoin d'en gagner, mais c'est pas une vision ça de gagner du fric. Et donc tu vois tout de suite la différence entre des profils qui sont inspirants, et là clairement la valeur n'attend pas le nombre des années. Hein. Tu as des gamins à Vegas, tu arrives et tu les adores. Quoi. Tu te dis ces mecs-là, voilà. Et voilà. Donc je sais pas si j'ai répondu, c'est peut-être pas très. C'était encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Tu t'es montré modeste, mais c'était une réponse très, très convaincante. Merci Marc et Lionel. Alors, Ibrahima Sissoko veut prendre la parole. Je ne suis pas sûr de lui donner la parole. Ibrahima, vas-y. Non, moi, je tenais juste à rebondir à ce que vient de dire Marc Lionel, parce qu'on est quand même dans un webinaire où il y a pas mal de wannabe entrepreneurs et peut-être de personnes qui ont déjà entrepris et qui se posent des questions. Je pense que c'est bien, en tout cas, de faire la distinction entre plusieurs choses. Qu'est-ce qu'un opérateur économique? Qu'est-ce qu'une start-up? Un opérateur économique reprend un modèle existant. Donc, à partir du moment où... Est-ce que tu peux expliciter en fait la notion d'opérateur économique, s'il te plaît? C'est une entreprise, c'est une entreprise tout simplement, mais qui n'apporte pas de disruption, de perturbation au niveau du marché, c'est-à-dire qui n'invente rien, pas d'innovation. Brahim, s'il te plaît, en fait, il faut savoir en fait que j'ai deux neurones qui se battent en duel. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois en fait le plus vulgarisateur possible, s'il te plaît. D'accord. Donc pour moi, un opérateur économique est une entreprise qui n'innove pas. Parfait. Voilà. Et après, les startups. Une startup est un jeune pousse, une entreprise nouvellement créée qui cherche à amener une touche d'innovation sur un secteur d'activité. Excellent. Voilà. Donc, il faut faire la distinction entre les deux. Demain, quand on veut créer une sandwicherie et qu'on la base sur ce qu'on a déjà vu, on est un opérateur économique. Demain, on veut créer une sandwicherie avec un modèle NFT, par exemple, on est une start-up. C'est ces différences-là. Et donc, il est important en fait de savoir comment se positionner. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de, quand on est dans une start-up, l'esprit start-up, le mindset start-up ou le mindset innovant, de définir son why et sa vision. Ça peut paraître des fois assez snob de se dire... Pas le why. Qu'est-ce que tu entends le par why? C'est le pourquoi. C'est pourquoi je décide d'entreprendre. Oui, parce qu'à Marseille, le why, c'est autre chose. Hein. Il a mis le why. Voilà. Je referme là. Donc, le why, c'est le pourquoi. On a tous une volonté d'entreprendre qui est forcément différente de l'autre. Et cette volonté d'entreprendre, ça peut être devenir un rôle modèle, ça peut être remplir une connotation sociétale, sociale ou pseudo-économique. Mais en fait, ton why va être différent de mon why. Et une fois qu'on a son why propre et le why de ses associés, on peut essayer de construire quelque chose pour déterminer sa vision. La vision, c'est l'élément qui va être le socle de ton entreprise et qui ne changera pas tant que ton entreprise n'aura pas passé la phase laboratoire. Le fait de pouvoir commencer à vendre ses produits. Donc, c'est pour ça que quand tu as posé la question de la vision, c'est hyper pertinent parce que je vous garantis que si vous n'avez pas de vision
entrepreneuriale dès le début de votre aventure, vous n'irez pas loin. Il faut commencer par le why, définir son pourquoi on commence, et ensuite sa vision. Et une fois qu'on a ces éléments-là, on pourra établir une stratégie et déployer cette stratégie. Excellent. François Mejda. Top. Non, alors écoute, je rebondis sur ce que tu dis. Alors pour les participants, ce que j'aime beaucoup, cette notion du why, et je recommande le TEDx de Simon Sinek, le Golden Circle. Top. Là, je me permets de le positionner là parce que ça m'a beaucoup aidé justement à définir le why. Derrière, ce que tu dis, la vision, en fait, comme je le disais tout à l'heure, on chasse en meute. On n'est jamais tout seul à conduire l'innovation, la disruption. Ce que dit Ibrahima ou ce que dit Marc Lionel, je suis à 2000% d'accord. C'est-à-dire que dans un premier temps, ton sujet, c'est porter une innovation, c'est-à-dire arriver avec une proposition de valeur qui, a priori, n'existe pas sur le marché. C'est donc cette vision d'être disruptif. Pour ensuite convaincre des gens d'acheter ton produit, il faut être certain d'avoir un cap et d'avoir une promesse qui va séduire en face de toi. Si on arrive avec, c'est l'histoire de la télé, c'est l'histoire de l'écran plat, t'en as plein qui vont faire des écrans plats, il n'y a aucun problème. Pourquoi est-ce que Steve Jobs ou Apple, plutôt, parce que c'était, Apple arrive avec la même promesse que d'autres, mais il va beaucoup plus loin. Le fameux think difference. La vision, en fait, elle peut transcender le produit et elle va amener, en fait, à créer, en fait, un écosystème, des groupes d'individus qui vont acheter le produit, qui vont adhérer à ta vision et qui vont pas le faire pour toi, pour un produit en tant que tel, mais plus pour ce que ça va incarner pour eux. Je sais pas si, je vais pas faire mon Simon Sinek parce que je suis pas son niveau, mais c'est simplement pour rappeler que on a l'obligation à un moment donné d'incarner son produit. Si on ne le fait pas, on ne va rien pouvoir vendre puisque nous sommes le premier support de vente aujourd'hui de nos startups. Et on est surtout, et j'aime beaucoup Marc Lionel, ce que tu disais tout à l'heure, on est l'arme au combat. C'est-à-dire qu'on se bat corps et âme, on est, nous, la vitrine, mais on est aussi celui qui va prendre les coups. Je veux dire, mais c'est ça, être aussi le chef de meute, c'est on prend les coups et on y va. Et c'est pas une sinécure, donc il ne faut pas décourager ceux qui veulent se lancer, mais il y a une réalité qui fait que, oui, tu vas devoir trancher parfois. Évidemment, tu peux t'entourer, ce qu'on disait tout à l'heure, avec les compétences que tu as recrutées. Mais ça reste avant tout toi qui va porter cette vision-là, qui va la partager, qui va l'incarner et qui va la défendre. Excellent. Merci Majda. Pour ceux qui voudraient voir ou revoir le TEDx de Simon Sinek, je l'ai partagé dans le chat. Et c'est intéressant ce que vous avez dit parce que souvent, j'ai tendance à dire en fait que la vision, le why, c'est ce qui va donner une âme en fait à notre projet. C'est toute cette partie en fait impalpable, immatérielle qui va faire en fait que malgré les échecs, la difficulté, on va se dire ça en vaut le prix, ça en vaut la peine. Oui. D'accord. Et on peut voir en fait comme des gens qui m'inspirent énormément, comme Marc Aurèle par exemple, qui avait un why fort en fait et qui en a fait carrément une philosophie de vie. Oui, j'essaie de prouver en fait que je ne suis pas que regarder. Il n'y a plus de neurones, hein, si tu sais, effectivement. Oui. Attention là, je m'accroche. Hein. Ça va devenir compliqué. Excellent. Donc, ce qui me permet en fait de vous poser une question sur la stratégie, parce que vous avez parlé en fait de notion de stratégie, et je sais que nombreux sont les entrepreneurs qui ont cette volonté, qui ont ce why, qui ont un beau projet, qui ont même parfois les fonds nécessaires pour lancer le projet, mais n'ont pas la stratégie, parce qu'on ne leur a jamais dit en fait qu'il fallait une stratégie pour lancer un projet. Et qu'est-ce qu'une stratégie dans le cadre d'une entreprise et comment élaborer une stratégie sans être un grand stratège, tel que Sun Tzu, par exemple, ou d'autres? Sun Tzu, attends. Élie, là, tu nous régales. C'est pas facile à lire. Hein. Moi, j'ai essayé 3 fois. À chaque fois, mais je suis jamais arrivé au bout. Ouais, c'est pas facile à lire, mais c'est puissant, en effet. Ouais. Super puissant. Donc, du coup, je donne la parole à Ibrahima, s'il te plaît. Je vais essayer d'être le moins technique possible, mais déjà, je vais commencer par entreprendre. Entreprendre ce que c'est pour moi, parce que c'est important que je puisse le définir. C'est que pour moi, il y a un indépendant, être indépendant et entreprendre. Être indépendant, ça va être quand tu monétises ton savoir, que ce soit son savoir-être ou savoir-faire. Donc, un médecin est indépendant, un avocat est indépendant, un consultant en informatique est indépendant. Il commercialise quelque chose et
ces personnes-là, généralement, sont riches. Parce qu'en fait, si on revient à la définition de riche en France, c'est au-dessus de 3 741 euros. Donc, à partir de 3 741 euros en France, quand tu es seul, tu es considéré comme quelqu'un de riche et tu fais partie des 4% de la population les plus riches. Donc, clairement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, si jamais c'est pour devenir riche, il y a d'autres solutions. Tu peux être indépendant. Sois médecin. Exactement. Et ce n'est pas la raison principale qui va faire que tu veux entreprendre. Pour entreprendre, il faut avoir un but qui est autre que forcément s'enrichir. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est pour ça que la stratégie est importante. À ce moment-là, c'est qu'à partir du moment où tu as défini ton why, tu as défini ta vision, là, à ce moment-là, effectivement, il faut partir vers la stratégie. Et en termes de stratégie, il faut déjà savoir, est-ce que ce que je vais mettre en place va être tout de suite rentable ou pas? Si tu es un opérateur économique, forcément, tu suis un modèle existant, donc tu vas chercher la rentabilité tout de suite. Jamais tu es un jeune pousse, tu vas avoir des difficultés à obtenir une rentabilité tout de suite. Et là, en fait, il va falloir penser à, première chose, est-ce qu'il y a une offre? Est-ce que ça va fonctionner? Donc après, désolé pour les termes, hein, je vais utiliser des termes un peu techniques qui sont product market fit, qui est la rencontre entre l'offre et la demande. Oui, j'ai dit. Tu peux juste le traduire, en fait. Product market. Ça y est. C'est ce que je fais. C'est ça. Product market fit, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. On va tester un produit sur un marché et voir si non seulement l'offre correspond, mais surtout, est-ce que la demande elle est au rendez-vous. Et effectivement, lorsqu'on a le product market fit, à ce moment-là, on peut se dire, bon, c'est bon, on tient quelque chose. Et deuxième notion, le time to market. On peut arriver avec un produit et se dire, bon, c'est parfait, mon produit il est révolutionnaire. Comme tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés dans ma vie. J'en ai rencontré des milliers. Tout le monde a l'offre qu'il faut. Mais malgré le fait qu'on a l'offre qu'il faut, est-ce que l'offre correspond au marché d'aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, il faut se poser des questions et faire des pivots, c'est-à-dire changer de stratégie. Et donc, c'est ça qui est important, c'est de se dire constamment quand on est entrepreneur, la stratégie fait partie de son quotidien. On n'a jamais rien acquis, même quand on a le product market fit, même quand on a le time to market, même quand on est en train d'industrialiser, même quand on est en train de passer à l'échelle, qu'on passe de TPE, très petites entreprises, à PME, moyenne entreprise, ou à ETI, entreprise de taille moyenne, à chaque fois, il faut se remettre en cause et remettre en cause les stratégies qu'on est en train de déployer. C'est pas Nejda qui me dira le contraire. Non, bah écoute, je bois du petit lait hein, quand je t'écoute, c'est parfait. C'est la description moi de mon quotidien quasiment que tu fais là. Oui, et en fait dans l'innovation, j'insiste beaucoup. Là, on parle de start-up. Alors, il y a l'innovation d'usage, l'innovation technologique. Et dans cette innovation, dans cette disruption du marché que l'on veut faire, la première des choses, c'est d'abord effectivement de valider qu'il y a un vrai besoin. C'est pas toi dans ton coin qui a dit, parce que ça arrive. Si j'ai ressenti une souffrance, je vais essayer d'y répondre. Mais si tu es toute seule à ressentir cette souffrance, bah, ça ne marche pas. Et pour reprendre, Marc Lionel, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'avance pas dans une stratégie si on n'a pas les moyens financiers en face. C'est-à-dire qu'à chaque passage de la vie de ta société, il va y avoir effectivement cette question de financement qui doit accompagner l'évolution de ta boîte. La première des choses, et merci Ibrahima, c'est extrêmement bien expliqué, c'est la première, c'est l'itération produit. Donc, je vais avoir un produit, je vais le tester sur le marché, et s'il y a une réponse, c'est formidable. Ton time to market, on peut arriver trop tôt. C'est arrivé, le concurrent d'Amazon, quand Amazon est arrivé sur le marché du livre, il y avait un mec avant lui. On a oublié qui c'était, mais il était avant Jeff Bezos. Il est arrivé trop tôt. Donc on te dit toujours, il faut faire attention de ne pas être le premier sur un marché parce que toi tu vas évangéliser, puis tu vas ouvrir les portes pour ceux qui arrivent derrière. Donc c'est cool. Mais ce temps de travail, cette énergie, tu n'as pas un retour sur investissement à la hauteur de ton investissement. Donc ça c'est chiant. Donc le time to market, pardon, oui Elie. Non, je te laisse finir. Ah pardon. Oui, non mais voilà, il est crucial et vraiment, moi j'ai envie de dire, c'est les 2 premières étapes, c'est absolument n'allez pas plus loin. C'est triste, mais n'allez pas plus loin si la première phase de votre innovation, elle n'a pas rencontré le succès que vous vouliez. Et quand je dis n'allez pas plus loin, c'est ne vous entêtez pas. À un moment donné, même si la vision, elle va vous aider, même si... Et là, la stratégie va entrer en application parce que tu as la vision, tu as la réalité du terrain, et ta stratégie, ça va te faire le fameux pivot. Un livre que je recommande vraiment à notre audience, c'est Lou Gessner, Comment j'ai fait danser un éléphant. On est dans un modèle où on marchait très bien sur du hardware, et ça cartonnait, et c'est hyper compliqué en fait de pivoter, de changer en fait de stratégie.
mais il en va de la survie de ta boîte. Et ben nous, quand on est une start-up, c'est la même chose. On n'est pas un gros mastodonte, mais on a besoin de se repositionner rapidement si on voit que le marché il n'est pas encore prêt. Si on peut le faire, et c'est ce que j'ai fait moi dans une de mes 2 boîtes, pour juste finir là-dessus. DMS Logistique au départ, c'était apporter une solution innovante en fait aux transporteurs de conteneurs, leur donner un outil qu'ils n'avaient pas. On s'est aperçu que l'adoption était hyper compliquée, donc on a remonté d'un échelon et on l'a vendu aux terminaux où là il y avait une vraie demande. Excellent, merci. Alors, j'ai une question en fait, parce qu'on dit en fait, pour avoir un produit qui arrive à se marier au marché, donc en fait, arriver avec un produit physique ou un produit virtuel en fait, qui va pouvoir être accepté assez facilement par le marché, mais on parle aussi en fait de notion de time to market. Et moi, c'est quelque chose d'assez abstrait pour quelqu'un comme moi, parce que je me dis en fait, mais comment est-ce que je peux savoir que c'est le bon moment de sortir mon produit si je ne l'ai pas encore sorti? Marc, s'il te plaît. Ah ben moi je te réponds tout de suite, l'intelligence collective, il y a des modèles où on demande aujourd'hui, c'est les nouveaux modèles les plus sexy du moment, c'est tu prends, alors, c'est la vraie richesse c'est le client. Donc si tu arrives à avoir une communauté, c'est pour ça qu'on parle de meet-up, tu commences petit, tu fais ton groupe et tu leur dis les mecs, j'envisage de développer ce produit. Et puis, les amis, est-ce que ça vous intéresse? À quel prix vous seriez prêt à l'acheter? Et si j'en fais 100, il va coûter ça. Si on en fait 1000, il va coûter ça. Et là, tu as un nouveau modèle collaboratif pour entreprendre avec une communauté. Donc, on pourrait passer vraiment une émission entière à parler des modèles, mais celui-ci, il est pas mal et il a fait le succès de quelques acteurs qu'on connaît tous. Il y a aussi aujourd'hui des modèles de financement basés sur le même principe. Je pense aussi à des choses comme le crowdfunding en bon français, donc le financement participatif, etc., etc. Donc vraiment, il faut aller creuser dans ces nouveaux modèles d'entreprendre. Je pense surtout aux jeunes entrepreneurs en disant ça, ceux qui n'ont pas forcément le fric, qui ont de bonnes idées, qui ont une intuition ou qui ont envie de décliner un truc qui existe déjà mais de le faire un peu différemment. Il y a de lancer son truc avec les gens de son immeuble, les gens de sa communauté, il y a 1000 façons de lancer un truc et les gens ils attendent aussi qu'il se passe un peu quelque chose dans leur vie. Donc un mec qui arrive, qui à la fois il embarque très vite pas mal de monde comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est une des façons de. Excellent, merci. Merci Marc et Lionel. Alors, c'était un échange très enrichissant par des personnes hautes en couleur. Malheureusement. J'aimerais juste rebondir. Désolé, c'est vrai que je prends. Si je peux me permettre, monsieur Eddy, bien évidemment, m'autoriser à prendre la parole. Je ne peux pas, mais c'est déjà fait. Surtout quand Elie dit haut en couleur, j'ai compris que tu étais bleu. Moi, je veux pas finir l'émission sans savoir quelle couleur je suis, moi, Ibrahim. Moi, je dis un bon rouge. T'es un bon rouge. Un bon rouge. Ça va. Ça tombe bien. Moi, ce que j'aimerais, j'en profite pour rebondir sur ce qu'a dit Marc Lionel sur la partie intelligence collective qui est hyper importante. Et le principe aujourd'hui de communauté. Il y a un livre que je conseille, c'est The Power of Community. Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur. Effectivement, c'est un livre en anglais, mais qui est hyper important où on explique ce principe de communauté et le fait que lorsqu'on veut aujourd'hui monétiser, commercialiser quelque chose, l'important, c'est de créer la communauté. Et en créant cette communauté, on s'assure non seulement de créer un produit qui va convenir à l'expérience utilisateur des participants à cette communauté, mais également de s'assurer d'une clientèle et s'assurer du développement de cette clientèle par l'intermédiaire du fait que ces clients deviendront des ambassadeurs et donc vont ramener de plus en plus de monde. Donc, il est important aujourd'hui de se dire que lorsqu'on veut innover, qu'on a une start-up ou pas, même en tant qu'opérateur économique, ce que l'on veut, c'est penser à le pouvoir de la communauté. Donc, voilà, c'est une petite chose que je voulais juste rajouter et qui est en fait dans la communauté intelligence collective. Et donc, du coup, en fait, j'ai mis un TEDx pareil pour ceux qui veulent, ceux qui désiraient finalement approfondir cette notion, en fait, de pouvoir de la communauté. Donc, du coup, on s'approche de la fin. Oui, déjà. Malheureusement, heureusement. Mais en tout cas, c'était un échange très intéressant, en tout cas, pour moi, où j'ai beaucoup appris. Marc et Lionel, aurais-tu un mot? Quel serait le mot de la fin pour toi? Quelle est ton actualité? Moi, mon mot de la fin, c'est que, comme tous les gens qui ont un peu voyagé, les gens qui ont voyagé, tout à l'heure, on parlait des soft skills, j'avais envie
d'évoquer ça. C'est-à-dire, moi, quand j'embauche des gens, je pose toujours cette question, est-ce que tu as voyagé? Est-ce que tu as envie de voyager? Est-ce que tu aimes voyager? Des gens qui sont allés voir ailleurs comment ça se passait. Quand tu voyages, tu remets tout en cause, etc. Et tu rencontres des gens qui entreprennent de manière finalement assez similaire. C'est-à-dire qu'il y a 1000 façons de faire les choses, il y a 1000 façons d'appréhender des sujets. Et moi, je voulais quand même dire un truc, je suis pas du tout dans la politique, alors pas du tout. Mais moi, j'aime, quand j'ai voyagé, chaque fois que je reviens en France, je dis purée, on a quand même un modèle. Tu parlais, Ibrahima, de communauté, mais notre modèle, il est à la fois communautaire et il l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'on s'intègre dans nos écoles, il y a toutes les bon. Et ce truc-là, c'est un brassage qui me paraît plus que jamais intéressant dans les nouveaux modèles d'entreprendre, où trop longtemps on restait, c'était de l'entre-soi, c'était des réseaux, mais c'était des réseaux d'entre. Et le nouveau monde où on voit que la communauté, elle est mondiale, on peut rencontrer des gens, etc. On a pas mal de bonnes idées qu'on a tendance à, on a un peu marché dessus sur plein de valeurs qui nous paraissent évidentes en France. Mais dès qu'on voyage, on se dit putain, c'est pas comme ça ailleurs. Et finalement, ça, c'est une valeur sur laquelle les Français issus de tous les horizons, je pense qu'on est on a tous des patronymes qui sonnent pas tous très, moi il y a mon prénom, mais moi je m'appelle Gâteau, ça sonne italien. Pour les autres, ça sonne pas particulièrement non plus français de souche, mais on se sent français par ces valeurs d'échange, de construction. Et n'oublions pas qu'entrepreneur, entreprendre, c'est un mot français à l'origine, mais qui réinventé à la sauce du monde avec ce brassage qu'on pratique, il y a de beaux paris, il y a de beaux challenges, donc n'ayons pas de complexe, allons-y les mecs, entreprenons, et la tech est là, le monde est finalement pas si grand, il est accessible à tous, il tient qu'à vous d'en profiter, et c'est ma conclusion. Merci Marc-Lionel. Mejda, merci Marc-Lionel. Merci, ouais, non, c'est magnifique ce que tu dis. Alors moi, je regrette qu'on n'ait pas parlé du financement parce que y a un vrai sujet sur le financement en France. On pourra te réinviter si tu veux. Avec grand plaisir. Voilà, moi ça je veux bien. En tous les cas, voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui commencent l'entrepreneuriat ou en tout cas hésitent, j'ai envie de dire, foncez parce que surtout si vous êtes très jeune, j'ai envie de dire, vous n'avez rien à perdre. On n'a rien à perdre, c'est avant tout une expérience qui va vous suivre toute la vie, que vous réussissiez, que malheureusement vous échouiez, ce que je ne vous souhaite pas bien sûr, mais on apprend énormément de choses. C'est un accélérateur de vie, un accélérateur dans l'apprentissage. Vous rencontrez énormément de gens. Marc-Lionel, tu l'as dit tout à l'heure, tu t'occupes vraiment de tout en fait, t'es transverse, beaucoup de galères évidemment, mais c'est des choses, voilà, tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Voilà, si tu as envie de t'amuser, il n'y a pas que de l'amusement, mais en tout cas, tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Et puis derrière, c'est s'appuyer évidemment sur le collectif. Et c'est un peu l'exemple de ce soir. Et merci pour l'invitation encore une fois, parce qu'on est beaucoup plus fort et beaucoup plus riche quand on est ensemble. Et ça, c'est ma profonde conviction. Donc, merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu positivement, Mejda. Ibrahima. Moi, je pense qu'il y a un point à éclaircir, c'est concernant le CES. Apparemment, il y aurait besoin d'explications au niveau du CES. Si Marc-Lionel peut expliquer ce que c'est que le CES et quelques mots pour nous. Le CES, c'est à Las Vegas le moment où, concrètement, tous ceux qui ont des choses annoncées à la presse le font. C'est aussi bête que ça, c'est-à-dire les Google, les Meta, etc., mais aussi des startups. Donc, c'est un endroit où il y a déjà 4 ou 5 000 accréditations presse avec tous les plus grands médias du monde. Il y a, alors cette année, c'était beaucoup moins avec la Covid, mais en gros, il y a entre 200 000 et 300 000 décideurs de la tech, des intégrateurs, des acheteurs, des clients finaux. Et c'est un brassage, et c'est un endroit où on a vu, alors il y a 30 ans au CES, on a vu apparaître, ou 40 ans, le DVD, le micro-ondes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit des voitures volantes, on y voit des robots humanoïdes, on y voit la blockchain, l'intelligence artificielle, etc. C'est un endroit où il est bon d'aller pour se prendre une gifle. Tu vois ce que je veux dire? De temps en temps, tu as besoin de te prendre une claque, t'y vas. Et effectivement, en l'occurrence, une fois que tu t'es pris ta gifle, tu rencontres des gens et tu dis, mais ce truc-là, est-ce qu'il n'y a pas un truc? Et voilà. Donc nous, il y a des gens qui y vont. Ça coûte cher d'aller au CES pendant le Las Vegas parce que les prix enflent, les hôtels nous raquettent. Donc il y a des gens qui y vont, il y a des gens qui n'y vont pas, mais nous, on vous y connecte de toute façon. Donc on sera ravis évidemment de connecter la communauté, votre communauté à la nôtre, hein, le village francophone et le Global Village. Si vous voulez qu'on organise une délégation, on a quand même des plans pour y aller un peu moins cher
faire de manière un peu plus smart. Donc moi, j'estime que ce soir, Ibrahima, c'est peut-être le début d'un dialogue. Et si vous voulez vous connecter, alors on a parlé du CES, mais là, dans 2 semaines, on est au Mobile World Congress, il y a la Hannover Messe, il y a quand même pas qu'au CES où sortent les innovations. Et il faut être à l'écoute de tout ça si on veut être le premier sur des marchés. Merci, Marc-Lionel. Et d'ailleurs, désolé, pardon, Mejda, ton actualité, s'il te plaît, Mejda. Bah, on a fait le CS Las Vegas déjà, donc je suis contente. Marc-Lionel, voilà. Écoute, alors pour Green Village, on a eu le label Green Tech Innovation, donc il consacre des startups impact qui peuvent changer structurellement une filière. Donc label qui a été proposé par les acteurs du marché, de l'agroéconomie. Donc c'est un marqueur fort pour nous et c'est voilà, distribué par le ministère de l'écologie et des finances. On est en pilote avec un très grand groupe de la distribution alimentaire et ça se passe très bien. Et du coup, voilà, le time to market est arrivé. Moi, j'ai bien aimé cette notion-là parce que j'ai eu beaucoup de chance. On aura l'occasion peut-être d'en reparler parce que les lois, parfois, sont des accélérateurs quand on fait de l'innovation. Et puis, sur la deuxième startup, écoute, on a 2 nouveaux pilotes à Montréal et à Tanger qu'on a signés. Donc, on est ravis. D'accord. Merci, Mejda. Et donc, Ibrahima, le mot de la fin, s'il te plaît? Déjà, moi, je tenais à remercier tout le monde et pas mal aussi Marc-Lionel parce qu'en fait, grâce à lui, j'ai pu côtoyer le CS de Las Vegas. Cette année, je n'ai pas pu y aller en direct, mais je fais partie du jury. Et en fait, en tant que juré, j'ai rencontré des projets extraordinaires. C'est la folie. Marc-Lionel était partout sur tous les stands, en anglais, en français, il pitchait partout. Et surtout, moi, j'ai pu voir une quantité de projets innovants made in France, également made in US. Et ça m'a permis de me dire que, voilà, en termes de révolution, que ce soit au niveau de la transition énergétique et écologique, que ce soit au niveau de tout ce qui tourne autour du développement durable ou au niveau de la blockchain, on était en phase. Il y a pas mal de choses en France qui sont en cours, qui sont possibles. On a une bonne quantité d'entrepreneurs qui sont en avance sur leur temps ou même dans le time to market. Et en fait, tout ça, c'est intéressant. Après, on parlera de la partie financement certainement à d'autres moments. Mais en fait, le but, c'est vraiment de se dire que, en tout cas, moi, ce que je retiens de ce webinaire, c'est si l'on veut démarrer, il faut juste s'en donner les moyens. Ne pas avoir peur, se dire qu'il va falloir faire preuve de stratégie, mais ça ne vient pas au début. Il faut vraiment se dire, dans un premier temps, pourquoi j'ai fait mon why, définir sa vision. Et une fois qu'on a défini sa vision, la stratégie viendra après. On pourra parler de fast second, de first mover, d'océan bleu, mais ça sera pour un prochain épisode. Excellent. Donc, du coup, je vous remercie tous pour votre présence. Je vous donne rendez-vous finalement mercredi prochain pour une nouvelle thématique avec de nouveaux invités, notamment, quels seront les invités d'ailleurs, Brahima? Il y aura Sally et Moussa Kamara. Excellent. Donc, du coup, en fait, on parlera de comment poser les bases en fait, de son business et comment en fait, structurer son entreprise. Très bien.